La plus vieille librairie de Chicago vient d'annoncer sa fermeture. La plus vieille librairie de Los Angeles également annonce sa fermeture. Et les deux étaient âgés respectivement de 108 ans et de 133 ans. Voilà, c'est comme ça que les librairies ferment, les unes après les autres, et de fort vénérable, semble-t-il. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 juillet 2013. Mais nous ne sommes pas chagrins, nous continuons de mener ce combat d'arrière-garde. Et je vais en profiter pour encore vous lire un petit passage de cet ouvrage. Bon, je vous ai dit hier tout le bien que j'en pensais, Sébastien Lapaque, et où il sera question justement des bouquinistes de Paris. Mais un mot tout d'abord, je m'adresse à mon ami de Dormouse. J'ai malencontreusement effacé ton dernier message. J'ai fait du ménage dans ma boîte, dans ma messagerie qui était vraiment, vraiment remplie. Et malencontreusement, j'ai effacé ton message. Alors, je te prierai, mon cher ami, de m'envoyer, tu connais déjà mon adresse, ton adresse, toutes tes coordonnées. Je vais t'envoyer un petit quelque chose d'ici la fin de la semaine. Merci par avance. Alors oui, Sébastien Lapaque. Sébastien Lapaque qui possède une bibliothèque et souvent dans cet ouvrage nous dit qu'il se retourne vers sa bibliothèque ou encore il ne peut pas commenter car il est loin de sa bibliothèque. C'est un défenseur de la bibliothèque privée comme espace de liberté. J'ai dit aussi, oui, un petit mot sur ces deux fermetures-là. Évidemment, moi aussi, je vais fermer. Je sais pas quand. J'ai jamais su quand je fermerais, mais j'ai toujours su que ça arriverait, tôt ou tard. C'est les cycles de la vie. Alors j'ai toujours vécu avec ce sentiment-là de précarité, de fragilité, comme la condition humaine en un mot. Et je n'ai jamais voulu créer un empire, ça aurait été absurde. Et je n'ai jamais pensé non plus en ces termes de compétition. Ça peut vous sembler étonnant, je me promène dans la majorité des autres librairies de Montréal et certaines que je ne visite pas, c'est qu'il y a incompatibilité de caractère entre certains libraires et moi. Et même, je ne nommerai personne, un entre autres pensait, parce que je n'y mets plus les pieds, que j'allais là pour faire de l'espionnage, moi qui a été un très 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 bon client de son échoppe au masculin, Hélène ne me reprend pas, pendant de très nombreuses années. Et toutes les librairies m'intéressent. Pour moi, je suis comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets. Je me sens tout de suite à mon aise, dans n'importe quelle librairie. De la plus somptueuse à la plus misérable. Partout chez moi, dans toutes les librairies. À Paris, les bouquinistes des quais sont d'humeur chagrine. On nous accuse de vendre des cartes postales et des tours Eiffel. Mais est-ce ma faute si nous ne vendons plus de livres, m'explique l'une d'entre elles. Paris se vide le soir, se vide le vendredi soir. Le dimanche, nous voyons déambuler sur les quais des hordes de touristes bas de gamme qui n'auraient pas idée de fouiller dans les bacs pour chercher un livre de Paul Valéry ou de Léon-Paul Fargue. En sommes-nous coupables? Je vends des éditions originales et rares du 18e siècle. Mais qui cela intéresse-t-il? Internet nous a tués. Pour survivre, nous sommes obligés de vendre des gravures, des timbres, des gadgets. Et la mairie de Paris nous fait la guerre. Ben, Internet, oui, Internet, petite parenthèse ici sur Internet. Il faut que vous sachiez que 90% des livres qui existent sont épuisés. Et dans ce 90% de livres existants épuisés, il y a également un 90% de livres qui ont été pilonnés, qui ont été détruits, tout simplement. Il y a énormément de livres qui se publient. Ils vont faire un petit tour en librairie, retournent
chez le distributeur et le temps de conservation chez le distributeur est de plus en plus bref. On ne climatise pas, on ne chauffe pas, on n'entrepose pas en vain des livres qui vont mettre des années à se vendre. Et c'est pour ça que certains livres, par exemple, la collection des belles lettres, sont chers. Parce que l'éditeur, également parfois imprimeur, conserve son inventaire. Et de maintenir un inventaire a des coûts élevés. Et pourquoi Internet a tué, c'est que les livres étant, la majorité des livres étant épuisés, eh bien, Internet nous permet d'y avoir accès à ces livres. Voilà, c'est la raison principale pourquoi les librairies d'occasion sont malmenées présentement. C'est pas que les gens lisent moins ou les gens achètent moins de livres. Ça, je l'entends souvent, les gens lisent moins. Non, on n'a jamais autant lu. On n'a jamais autant écrit qu'en ce moment. C'est que la manière d'acheter des livres a changé. Nous les achetons par Internet parce que les livres que nous désirons sont épuisés et nous y avons accès par le biais d'Internet. Ici, ben voilà, il constate que, évidemment, la mairie de Paris, faisant la guerre aux bouquinistes, avec toutes sortes d'activités festivalières, dirais-je, comme le Vélib, les Nuits Blanches ou Paris-Plage, ce fameux Paris-Plage dont s'était engossé ce fin commentateur de nos mœurs, Philippe Muret, qui a écrit des pages très, très amusantes dans l'un des 5 tomes de ses exercices spirituels. Je trouve ça très, très, très drôle, Paris-Plage. Du pont Marie au quai du Louvre, sur la rive droite, et du quai de la Tournelle au quai Voltaire, sur la rive gauche, il reste aujourd'hui un peu plus de 200 bouquinistes qui se partagent environ 900 boîtes. Pour en avoir fréquenté quelques-uns, j'ai du mal à voir en eux autre chose que des résistants. Même ceux qui sont spécialisés dans les écrivains infréquentables, pardon pour les âmes sensibles. Ce que j'ai naguère cherché et trouvé dans les boîtes, c'est 20 ans en 14 d'Henri Lagrange, des originaux de Bernanos, comme cette édition de Lettres aux Anglais, publiée aux éditions des Cahiers du témoignage chrétien, sans date ni lieu d'impression, les instructions pour une prise d'armes de Louis-Auguste Blanqui, les méfaits des intellectuels d'Édouard Berthe, les illusions du progrès de Georges Sorel. Au débouché du Pont des Arts, je me souviens d'un bouquiniste, expert en littérature anarcho-syndicaliste. Blaguait-il? Il s'enorgueillissait de fournir François Mitterrand en originaux de Proudhon. Alors ici, mon ami Vincent Pinchot, l'homme aux chemises à fleurs. Je vais lui montrer quelque chose qu'il a déjà vu, mais que vous n'avez pas vu. Les confessions d'un révolutionnaire de Joseph Proudhon. Et 1850, semble-t-il, tenez, je vous la remonte, le genre de truc que j'aurais pu vendre à François Mitterrand. Je vous en montre un deuxième. Qu'est-ce que la propriété? Imprimerie Proudhon. Imprimé donc sur les presses de Joseph Proudhon. Voilà. Ce ne sont pas des ouvrages d'une grande rareté. On peut y mettre donc un prix. Peut-être autour de 300$ chaque volume. Et je m'en suis porté acquéreur
à l'automne 2012, chez un vieux monsieur d'origine belge, incidemment, qui vendait tout pour aller finir ses jours à l'âge de 80 ans à Tel Aviv. Et sa famille, ou la famille de sa femme, les grands-parents de sa femme, étaient très liés justement au milieu anarcho-syndicaliste. On le sait, la Belgique a été une terre d'accueil pour beaucoup d'entre eux. Des grandeurs et contrariétés des bouquinistes des quais de Paris, je suis allé m'entretenir avec Jean Dutour, qui vit depuis 30 ans rue Guénégo ou Guénégo. Je croyais que c'est lui qui avait écrit que la Seine était le seul fleuve du monde à couler entre deux rangées de livres. Je l'ai écrit, me dit-il, mais quelqu'un d'autre l'a fait avant moi. Fargue ou Apollinaire, je ne sais plus. L'auteur d'une tête de chien a été pendant quelques années le président d'honneur des bouquinistes des quais de Paris, ce qui lui a permis de sauver la vie à 6 arbres que la mairie voulait abattre. Je leur devais bien ça. J'ai commencé à m'intéresser aux bouquinistes à un âge très tendre, vers 14 ans. Quand j'étais encore lycéen à Janson de Sailly, je me souviens du premier livre que j'ai acheté. Ce sont les Mémoires de Beaumarchais que j'ai eus pour 1 franc. On ne devrait jamais ignorer Jean Dutour. C'est un immense écrivain de langue française. Les dons de journaliste qu'il a manifestés à François et la verve satirique qu'il a employée aux grosses têtes font oublier le romancier d'Au bon beurre, de Mascareigne et des horreurs de l'amour. Dutour a été un critique littéraire profond. Il a traduit Le vieil homme et la mère d'Hemingway, bien avant la tentative manquée de François Bon, et a donné au Satyricon de Pétrone une préface qui restera. Aux bouquinistes, il prête une fonction sociale, les qualifiant de puce littéraire permanente du pauvre. Mais l'académicien mesure leurs difficultés. J'aime me forcer à être optimiste, mais je vois leur avenir pavé de tours Eiffel. Lorsque je marche sur les quais, il ne me viendrait jamais l'idée de passer sans regarder ce qu'il y a dans les boîtes, mais nous sommes de moins en moins nombreux. C'est l'éternelle lutte entre l'obscurantisme et la découverte. Quand est-ce qu'on rallume la lumière? Eh bien, peut-être la rallumerons-nous, cette lumière, quand la pénombre nous aura engloutis tout à fait. Et là, peut-être pourra jaillir à nouveau cette étincelle d'intelligence et d'espérance. Sans doute n'avons-nous pas encore touché le fond. Alors, elles vont continuer à fermer les librairies. Je crains fort. Personnellement, moi, je résiste, entre autres choses, parce que j'ai dit à plusieurs reprises que j'ai été en quelque sorte sauvé par le conflit étudiant. J'ai trouvé dans cette agitation sociale nécessaire une fonction. Et j'ai su et j'ai pu m'y épanouir en tant que libraire, en devenant un activiste social. Ça a été le cas pendant 5 siècles. Les libraires n'ont jamais été, la majorité, beaucoup de libraires, n'ont jamais été autre chose que des agitateurs sociaux. Pas des vendeurs de livres cachés derrière un écran qui fait écran, justement, à leur réculture foncière. Je ne dirai aucun mal de mes collègues, mais visiblement, le combat politique ne les intéresse pas. Alors, ils ne devraient donc pas trop s'étonner que leur disparition ne provoque qu'un haussement d'épaules, c'est la loi du marché, ou encore une pitié également fausse. Non, 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 il faut se battre. Et le combat, il est
politique et il faut savoir choisir son camp. Car la bourgeoisie a tout à fait délaissé le champ culturel. En tout cas, je peux parler de la bourgeoisie québécoise, qui est parfaitement inculte. Ça ne l'intéresse pas, la culture. Jadis, peut-être, de se parer des oripeaux de la culture, de la grandeur d'âme, ce petit supplément d'âme qui les justifie dans leurs exactions commis contre les classes inférieures, eh bien aujourd'hui, ils se sont débarrassés de ça. Ce qui les intéresse simplement, c'est l'argent. Et de ne plus perdre de temps avec ce qui pourrait servir de caution morale pour ce faire. En ce sens-là, la bourgeoisie québécoise et nord-américaine est sans doute plus honnête que la bourgeoisie européenne qui, elle encore, cherche des justifications métaphysiques à sa supériorité, mais observez bien autour de vous, Sarkozy n'en était qu'un symptôme. Cela achève, amis européens. Votre bourgeoisie également deviendra également inculte. Et vraisemblablement, la culture deviendra le nouvel opium du peuple. Mais ce peuple-là va encore résister. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Visitez ma page Facebook. Vous pouvez également me rendre visite en chair et en os à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, traverser le maquis, le Mont-Royal, pour me rendre visite. Vous pouvez également me téléphoner, laisser une petite trace, service secret américain, dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous. Alors, Dormas, je pense qu'elle est longue, celle-là aussi. Et j'attends ton petit message. D'ici la fin de la semaine, je t'envoie quelque chose. Allez, portez-vous bien. Merci. Au revoir.